Podcast Média Production. Le savoir-faire normand. Savoir-faire normand vous emmène à la découverte d'une institution locale. La Maison du Biscuit est le deuxième lieu le plus visité dans la Manche après le Mont-Saint-Michel. Un endroit hors du temps où le passé et le présent se mêlent avec gourmandise et découverte. Depuis 5 générations, la famille Burnouf est fière de perpétuer le savoir-faire familial. Une histoire qui a véritablement démarré en 1903. Une histoire avec beaucoup de rebondissements. Kevin Burnouf est l'actuelle génération qui porte cette Maison du Biscuit avec beaucoup de passion. Le savoir-faire normand. La Maison du Biscuit, c'est une entreprise somme toute assez jeune, c'est une entreprise qui a 30 ans. Mais nous, moi donc Kevin Burnouf, mon père et mon grand-père, arrière-grand-père, etc., on a commencé dans le biscuit il y a 120 ans. Donc ça fait 120 ans qu'on fabrique des petits gâteaux tous les matins que Dieu fait pour faire plaisir à nos clients. Ça, c'est magique. Donc il y a 120 ans, on était déjà en train de faire nos petits gâteaux. Et 120 ans plus tard, tous les matins, si vous voulez voir la famille Burnouf, faut se pointer à la Maison du Biscuit. Et puis ils sont là en train de faire leurs petits gâteaux tranquillou, etc., etc., pour le plus grand plaisir de nos clients. Mais il y a 120 ans, c'était pas ici, à la Maison du Biscuit, qu'on pouvait voir la famille Burnouf. Ça a démarré comment ? C'était quoi ? C'était pas les petits financiers qu'on connaît ? C'était de la pâtisserie, de la boulangerie ? À l'origine, en 1903, quand mon arrière-grand-père a commencé, il fabriquait pas des biscuits comme on les connaît aujourd'hui. Il faut imaginer qu'il y a un siècle, la façon de consommer était radicalement différente. On mangeait pas de biscuits, on mangeait pas de pâtisserie, des éclairs, des choux, des choses comme ça. Ça n'existait pas. Le dimanche, par contre, quand les gens allaient à la messe, quand ils sortaient de la messe, vers 11h30 midi, ils allaient à la boulangerie acheter du pain, et souvent ils achetaient la spécialité. Alors il y a la Fallu dans la région de Saint-Lô, etc. Et mon grand-père, lui, fabriquait la brioche, donc la brioche dominicale, qu'on fabrique encore tous les dimanches d'ailleurs. Elle a quoi de particulier cette brioche, Kevin ? Elle n'a pas, une particularité en soi. Elle est fabriquée bien sûr avec beaucoup de beurre. En Normandie, le beurre, ça nous connaît. Elle n'a pas de crème comme aurait la brioche du Var ou des choses comme ça. Donc elle est assez basique. Farine, sucre, beurre, œuf bien sûr, mais elle a un petit goût de levain parce que c'est une brioche au levain et ça lui donne un petit parfum tout à fait particulier. Et donc les gens venaient chez mon arrière-arrière-grand-père chercher le dimanche la brioche. Et ça a commencé comme ça. Parce que à l'origine, encore un petit peu avant, mon arrière-arrière-grand-père n'était pas du tout boulanger. Il était meunier. Et il faut imaginer que donc la meunerie était à Saint-Sauveur-le-Vicomte et il y a les marais qui séparent Saint-Sauveur de La Haye-du-Puy, d'Essé, etc. Et le meunier n'arrivait pas à vendre ses farines de l'autre côté des marais parce qu'il y avait certainement une autre meunerie. Donc il avait proposé, le patron de la meunerie, à son meilleur ouvrier, son chef meunier, Burnouf, de le financer pour ouvrir une boulangerie. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait la véritable histoire. C'était que mon arrière-arrière-grand-père était meunier chez Ferré à Saint-Sauveur-le-Vicomte et que il s'est trouvé financé par la boulangerie Ferré parce que autrefois dans les boulangeries, il y avait toujours la partie boulangerie, un petit peu comme celle qu'on connaît aujourd'hui, et il y avait la partie grainerie. On vendait du grain, ou les gens amenaient du grain, on l'a transformé en farine, etc., etc. Et c'est comme ça que ça a démarré. Après, il y a eu mon arrière-grand-père qui a, lui, fait ses armes à Bayeux. Donc Bayeux, déjà, c'était pas comme La Haye-du-Puy, le petit village. Bayeux, c'était la ville de notables et tout. Exactement. Donc à Bayeux, on y mangeait des petites pâtisseries le dimanche, des Paris-Brest, etc. Donc mon arrière-grand-père a fait ses armes, si on peut dire ça comme ça, chez Louvel, qui était un pâtissier réputé de Bayeux. Et quand il est revenu dans l'affaire familiale à La Haye-du-Puy, il a transposé tout ce qu'il avait vu à Bayeux avec ses petits gâteaux, ses petites choses, etc., ses petits biscuits, parce que là-bas, il fabriquait des biscuits, et il a commencé à faire des éclairs, des religieuses, des Paris-Brest, qui était la spécialité à Louvel, des biscuits et tout. Et là, ça a super marché du tonnerre. Tant et si bien que tous les jours, ils allaient livrer 2 ou 3 succursales qu'ils avaient créées autour de La Haye-du-Puy quand même. Et ça, c'était dans les années 1920. Oui, donc là, c'est vraiment le début de la pâtisserie. On serait dans la cuisine, on dirait, ça y est, la maillot, elle prend là. Ça, c'est plus la petite bicoque, c'est en train de devenir la belle boulangerie, etc., qui se développe. Et puis donc, naturellement, mon grand-père, quand il a eu 14 ans,
il s'est pas trop posé la question, ou l'arrière-grand-père lui a pas posé la question. Il a dit, moi, je suis boulanger comme ton grand-père était boulanger. Tu seras donc boulanger, pâtissier, etc. Et tu vas aller faire tes armes chez Louvel, à Bayeux, etc., etc. Donc mon grand-père, 14 balais, s'en va avec son petit baluchon faire ses armes à Bayeux. En revenant, il se dit, bon, ben, moi, je vais reprendre l'affaire de mon papa, hein, et tout. Et puis, manque de bol, patatras, la guerre arrive. Et alors là, faut imaginer, bien sûr, dans nos régions, la guerre, ça a tout détruit. Donc, mon grand-père a été fait prisonnier de guerre. Pendant 5 ans, il a été en captivité en Allemagne. Quand il est revenu à l'Aï-du-Puy en 1945, il n'y avait plus rien. Tout avait été bombardé, la boulangerie en miettes et tout. Il restait que l'écurie. Parce que comme il faisait des livraisons pour les succursales, il y avait quand même une écurie pour mettre la carriole, etc., etc. Donc il s'est dit, bah, alors là, je suis mal barré. Je ne sais faire que du pain, des gâteaux, des biscuits. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas me mettre maçon, je suis nul en maçonnerie, je ne vais pas me mettre menuisier, je ne sais pas couper une planche. Il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai plus de matériel, j'ai plus rien. Et mine de rien, c'est que pour fabriquer du pain ou des pâtisseries, quand on fabrique du pain, faut imaginer, il faut le gros four où on enfourne, hein, comme on voit dans les boulangeries, ou il faut un pétrin, faut un minimum de matériel. Donc pour ça, il faut un minimum de trésor, ce qu'avait pas du tout mon grand-père. Donc il s'est dit, je pourrais faire des biscuits. Les biscuits, finalement, il ne me faut pas grand-chose pour fabriquer que des biscuits. Si j'arrive à trouver un batteur, comme on aurait dans une cuisine en version un peu plus gros, si j'arrive à trouver un batteur, soit j'arriverai avec un pâtissier à en trouver un, des matières premières, j'en ai tout autour de chez moi, des fermes, il y en a partout, donc des œufs, je vais en trouver. Du beurre, bon, j'en mettrai en petite quantité, ou je vais mettre un peu de margarine, ou quoi aux caisses. De la farine, dans notre région, il y en avait. Et donc, il a commencé comme ça, dans la vieille écurie qu'il avait transformée en laboratoire, à installer un vieux batteur que le père Louvel lui avait payé. Et puis, dans une petite gazinière à charbon, il cuisait ses petits gâteaux comme ça, de manière toute basique. D'ailleurs, ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle a connu mon grand-père. Elle allait à l'Aï-du-Puy à vélo, chercher de fil ou quoi, parce qu'elle était couturière. Et puis un jour, elle arrive dans le bourg, elle dit... Oh, ça sent bon dans le bourg de l'Aï-du-Puy. Oh, mais tu sais pas, il y a un gars qui est revenu de captivité, il fait des biscuits. Ma grand-mère, encore une fois, à la sortie de la guerre, un biscuit, il y avait que les gens qui avaient du pognon qui s'en achetaient. C'est biscuit. Elle, ce qu'elle voyait, c'était le biscuit à soupe, le truc qu'on coupe en morceaux, qu'on met dans du bouillon après avoir fait une poule au pot. Oui, pas les petits biscuits pour aller avec le thé ou pour le... Oui, c'était pas... Comme on le connaît aujourd'hui. Ah, mais attends, Germaine, on va aller le voir. On va aller s'acheter une boîte de gâteaux. Et ils se sont rencontrés, bien sûr, mon grand-père, qui devait être un peu dragueur quand même, a dit, bon, ça vous intéresserait d'aller au cinéma? Ça doit être au cinéma. Parce qu'il y avait encore les Américains qui projetaient des films, etc. Oh, bah oui. Et tac, c'est comme ça que l'histoire s'est faite. Et comme il a vu que le biscuit, ça marchait à fond la caisse, la boulangerie, la pâtisserie, pour ainsi dire, il a tout laissé tomber et il s'est dit, moi, je vais fabriquer du biscuit. Donc, il s'est spécialisé à fabriquer des petites madeleines, des petits cakes, les petits doigts de dame qu'on fabrique encore toujours et tout. Et c'est comme ça que ça a démarré réellement, donc en 1945. Là, ils étaient à Saint-Sauveur-le-Vicomte, à l'Aï-du-Puy. Ouais, okay. C'était toujours à l'Aï-du-Puy, ouais. Et puis, petit à petit, donc, mon père, le jour où il a eu l'âge de travailler, mon grand-père lui a pas trop donné le choix. Il a dit, j'ai été pâtissier. Mon père était pâtissier, donc ton grand-père, donc ton arrière-grand-père était pâtissier. Tu seras donc pâtissier. Ça fait 3 générations, maintenant ça en fera 4. Alors mon père a dit, mais non, mais moi, papa, je voudrais travailler, je voudrais faire de la mécanique. Mon père était passionné de bagnole. Je voudrais être mécanicien auto. Non. Le jour où tu auras ta majorité, 21 ans, tu changeras. Mais pour l'instant, tu vis chez nous, c'est moi qui décide et tu seras pâtissier. Donc, mon père a été enrôlé comme ça dans le métier, sans trop de passion. Et puis petit à petit, il s'est aperçu qu'on a un métier complètement génial. Oui, puis c'était aussi un petit peu dans les gènes chez vous. Oui, c'est un peu dans les gènes. Ça, c'est vrai que... Mais de prime abord, ça n'a rien d'exceptionnel. De la farine, vous voyez un tas de farine, un tas de sucre, une motte de beurre. Bon, pris indépendamment, chacune des matières premières n'a rien de transcendant. Mais si vous assemblez tout ça, vous changez légèrement les proportions, vous allez obtenir un sablé. Vous rechangez encore les proportions, vous allez obtenir une madeleine qui va se conserver ou pas, etc. C'est ça la magie du biscuitier. On est comme des chimistes à toujours essayer de doser ultra précisément telle matière première pour apporter un tout petit peu d'humidité ou un petit peu de conservation. On va mettre un petit peu plus de sucre, par exemple, dans certains biscuits pour en améliorer la conservation parce qu'ils ont de la fragilité. Donc, mon père a développé l'affaire familiale jusqu'à en faire devenir
vraiment une biscuiterie d'une taille, disons, moyenne, une belle entreprise florissante. Et ça a été sa grande erreur parce qu'il a eu le malheur de vouloir devenir industriel. C'était la grande mode, il faut imaginer. Dans les années 70-80, il y avait, on en parle beaucoup en ce moment, de tapis, les épopées, etc., etc. Et moi, je vais développer ma biscuiterie, etc., etc. Et donc, il a eu le malheur de s'associer. Et ça, c'était pas le bon deal, parce que l'associé qui était avec lui, ce qu'il voyait pas, c'était l'argent qui avait été gagné, disons 100 000 francs de gagné, c'est pas 100 000 francs qu'on va réinvestir dans la société. Un actionnaire, ce qu'il voit, c'est 100 000, je vais me les mettre dans ma pouquette. Et là, c'est la descente aux enfers, parce que comment voulez-vous expliquer et vous mettre d'accord quand il y en a un qui veut prendre les sous et que l'autre, il veut investir pour continuer la modernisation, etc., etc. Et ça a été la descente aux enfers. Tant et si bien qu'en 1990, mon père, il a perdu sa société. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans rien. J'ai dit, mince, j'ai plus de biscuiterie. Qu'est-ce que je vais faire? Un peu comme le grand-père. C'est un éternel recommencement, la vie. Un peu comme le grand-père. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais faire que des biscuits. Je ne sais pas mettre maçon, comme je racontais tout de suite, ou menuisier. Donc, comme je fais bien mes biscuits, que je ne peux pas vraiment redémarrer une biscuiterie, parce que vous vous doutez bien que quand ils m'ont mis dehors, ils m'ont mis des clauses de non-concurrence, pas piqué d'un ton, mon père s'est dit, je vais fabriquer des biscuits et je vais aller les vendre sur les marchés. Je vais faire de la vente directe. C'était pas du tout à la mode dans les années 90 de faire disons, du fabricant au consommateur. C'était pas ça la grande mode. Donc, il a commencé comme ça. Ma mère fabriquait des petits gâteaux l'après-midi. Oui, parce que votre mère aussi était dans le coup. Oui, bien sûr, ouais. Et la maman aussi, toute la famille, ma sœur, etc. Enfin bref. Et donc, mon père avait un vieux J9, chargeait les gâteaux dans le cul du J9 et s'en allait faire les marchés régionaux, comme plein de déballeurs. Et c'est comme ça que ça a redémarré la maison du biscuit. Réellement, elle a commencé à vendre des gâteaux sur les marchés comme un vendeur itinérant en 1990. Et coup de bol, en 1995, parce qu'il passait devant, à Sorteville-en-Beaumont, il y avait une laiterie abandonnée. Parce qu'il faut imaginer, dans les années 80-90, dans notre région, les laiteries, on en avait un petit peu partout, et elles se sont toutes recentrées pour créer des grands centres coopératifs. Dans le coin, connu, Maître Laitier, qui a réuni la laiterie de Sorteville, la laiterie de Tribéhou, la laiterie de Benoîtville, etc., etc., où il y a Elévire, etc. Donc, ici, à Sorteville-en-Beaumont, il y avait une ancienne laiterie, à l'abandon, vous voyez, la vraie friche industrielle avec les vitres qui ont été caillassées par les gaminos qui s'amusent à casser les carreaux en hauteur. C'était ça, la laiterie de Sorteville. Des tas de gravats devant, parce que quand ils avaient déménagé la laiterie, il avait fallu casser des murs, donc ils avaient fait des tas de gravats sur le parking où on déchargeait les bidons à lait. Et mon père passait comme ça avec son vieux J9, puis un jour, il se dit, en rentrant du marché, je vais m'arrêter. Et puis je vais rester là, garé sur le parking pendant 5 minutes, le temps de me fumer une petite cigarette, puis je vais compter le nombre de voitures, parce que j'ai l'impression qu'il y a du passage. La route Bricbec-Barneville, c'est une route super passagère. Elle dessert notre petite station balnéaire, c'est notre petite ville à nous, Barneville. Il faut que je voie s'il y a du passage. Il se fume sa clope, et je dis, c'est dingue, je sais pas, j'ai compté déjà 20 bagnoles. Et en 95, il y avait déjà moins de bagnoles qu'en 2024. J'ai dit, là, j'ai un coup à faire. Faut que je me renseigne à qui ça appartient, ce truc-là. Donc, au culot, il va voir la mairie, il dit, mais à qui c'est ce grand bâtiment-là? Et donc, la mairie, il dit, mais c'est au laitier, à Saute-Bord, là-bas, et tout, et tout. Bon, vous savez, ils cherchent à la vendre, parce que ça leur coûte cher, même si elle est désaffectée, l'usine, quand même entretenir les toitures, etc., etc. Donc, il nous l'avait proposé un franc symbolique, mais nous l'a refusé, nous, la mairie, parce que ça, c'est un cadeau empoisonné. Mon père s'est dit, je vais essayer de contacter Maître Laitier. Allô, Maître Laitier, oui, usine à vendre, Sorteville un moment. Oui, écoutez, bougez pas, je vous passe Monsieur Bazir, directeur de la laiterie. Il se trouvait que le hasard fait toujours bien les choses. Monsieur Bazir, qui était de Valogne, sa femme, achetait des gâteaux sur le marché. Ah oui, je te connais bien, mon gars. Ma femme achète tes gâteaux sur le marché de Valogne. Et elle les adore. Si elle les achète, c'est qu'elle les aime bien. Ok, pas de problème. C'est une organisation, puisque les laiteries, c'est des coopératives. Il faut que je réunisse tout le monde, etc. Mais tel jour, telle date, tu viens, tu présentes ton projet, et on va bien voir. Donc,
Le jour du mon père se pointe, ses petits gâteaux, tout, costard, cravate, vous imaginez le truc. Et puis, fait sa présentation. Voilà, je suis un petit biscuitier itinérant. Je voudrais me poser mes valises. Sur l'avant-quai, où on déchargeait les bidons, je remettrai des baies vitrées. Et puis, je ferai un petit magasin d'usine, où j'y mettrai même d'ailleurs les produits de mes collègues de la région. Ceux avec qui je fais le marché, en fait. Et puis derrière, là où il y avait les salles d'écrémage, de pasteurisation, je ferai mon petit laboratoire de biscuits. Quitte à faire des visites ou quoi aux caisses. Bon, les laitiers regardent ça, ils disent, bon, ok, tel prix. Oh, mon père, vous êtes gentil, mais je peux pas du tout. J'ai pas un derge devant moi, j'ai même pas quoi de changer mon camion. Donc, de fil en aiguille, le directeur de la laiterie, il dit, bon, on va prendre la discussion dans l'autre sens. Combien tu peux nous en donner? Donc, c'était au jour d'aujourd'hui, peut-être 20 000 euros, disons. 20 000 euros. 20 000 euros. Bon, on dit, OK, 20 000 euros, c'est à vous. C'est un cadeau, 20 000 euros, une usine entière avec 1 hectare de terrain autour. Naturellement, il y a tout à refaire. Oui, il y avait du travail derrière, par contre. Mais la base... Mais la base, exactement, elle est... était déjà là. Et puis c'est là qu'il avait envie d'aller, finalement. Ouais, l'histoire l'amène ici. Exactement. Et donc, là, ça a été, disons, l'envolée, parce que, vous doutez bien, faire les marchés, c'était génial, mais bon, ils vendaient quelques boîtes par-ci, par-là. Donc, le jour où ils se sont installés, mes parents, ils ont mis les fameuses baies vitrées, etc. Et puis, tous les clients, tous les amicales, toutes les maisons de retraite qu'ils allaient visiter, leur disaient, on s'installe, on pose nos valises à Sartreville-en-Beaumont, venez nous voir, dégustation de biscuits, petite baie vitrée où on voit la fabrication des petits biscuits et tout. Première année, 100% d'augmentation de chiffre d'affaires. Extraordinaire. Et là, ça a été tout de suite un engouement, parce que les gens, quand ils venaient à Barneville, ils disaient « Ah, on va ouvrir la maison de Barneville cet été, donc on s'arrête à la maison du biscuit, on va prendre des petits gâteaux, on va avoir nos petits-enfants qui vont venir, ils auront les petits gâteaux pour le matin, pour tremper dans le chocolat chaud, et puis. Donc, c'est un peu l'effet boule de neige. À la maison du biscuit, en l'espace de 30 ans, le budget pub, il n'a jamais évolué. On ne fait pas un gramme de publicité. Il faut tous les jours, les gens me disent, feriez bien de la publicité à la radio, feriez bien de la publicité dans les journaux, etc., etc. Je dis, mais non, en fait, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Quelqu'un goûte mes gâteaux, je dis, oh, ils sont pas mauvais, ces petits gâteaux-là. Je vais en offrir à ma sœur. Tac, la sœur en goûte. Oh, ils sont bons, tes petits gâteaux. Et de fil en aiguille, chacun de mes clients, finalement, est un de nos VRP. Et ça a été comme ça du temps de mon père en 95. Et aujourd'hui, en 2024. Et on fait toujours comme ça. Ça nous arrive de faire, disons, des mises en avant ou d'essayer de contacter des clients. À la saison, quand arrive bientôt Noël, on travaille beaucoup avec les comités d'entreprise. No problème. On pourrait dire nos gâteaux, ils sont bons, nos gâteaux sont clean label, nos gâteaux ceci, nos gâteaux cela. Moi, je dis que le meilleur moyen, c'est de les goûter et de comparer. C'est la fameuse devise à Poulain, le chocolat. Goûter et comparer. Eh bien, à chacun des CE avec qui on travaille avec 3 à 4 000 CE, on prend une boîte de gâteaux, on met l'argumentaire de vente, on met tout ça dans un carton scotché à l'intention du responsable du comité et on envoie 3 à 4 000 colis. Et le comité d'entreprise, il reçoit la boîte de gâteaux, il connaît ou connaît pas, il connaît, il est content, il dit « Ah, c'est de la maison du biscuit qui me renvoie des gâteaux. » Mais celui qui connaît pas, il goûte ça, il dit « Oh, ça c'est pas mal, ça va nous changer des petits chocolats ou quoi aux caisses. » Et hop, c'est comme ça que ça marche. Voilà l'histoire de la maison du biscuit. Mais vous, Kevin, est-ce que ça a été une évidence de reprendre justement cette biscuiterie? Ah, le fait de reprendre la biscuiterie, est-ce que c'était une évidence? Oui et non. Je dirais un petit peu comme mon papa. Moi, je voulais faire de la radio. Je devrais pas le dire, mais c'était mon rêve. Je voulais être animateur radio. Mon premier stage à la sortie d'école, on fait un stage. J'étais le faire à France Bleu parce que je rêvais de devenir animateur radio. Ça m'a toujours fait rêver. Et même mon père, mais bon, tu sais, animateur de radio, d'ici à ce que tu aies la voix ou quoi aux caisses et que tu perces, hein, tu sais, tu vas finir à faire du montage de bande-son. Il y a une chance sur 10 que tu y arrives, mais il y a 9 chances sur 10 que tu y arrives pas, mon grand. T'en sais rien, ça, c'est un peu la vie. Je dis, ouais, c'est vrai, il est pas con. Il a raison, mon père. Bon, moi, je vais faire
pâtissier, mon père a fait ça, le grand-père, etc. Donc, j'ai pas été forcé, mais j'ai été un petit peu aiguillé. A posteriori, je me dis, ouais, ils ont fait ça de manière à ce que je me dise, ouais, je ferais bien des biscuits aussi. Et puis finalement, comme mon père, j'étais pas passionné spécialement par les gâteaux. D'ailleurs, j'en faisais l'été, j'aidais dans la fabrique et tout, mais sans passion aucune. Hein. J'aidais parce que j'avais le droit à un petit billet. Hein. Et ça me permettait de payer les cinoches et tout. Mais pas plus passionné que ça. Et puis finalement, une fois que je suis tombé dedans, un petit peu, disons, par raison, je me suis dit, c'est vachement intéressant, il y a tellement de particularités. Aujourd'hui, on connaît, avec les émissions de télé et tout, on entend plus parler des métiers de pâtissier, mais on se dit, le pâtissier, il n'a pas le métier le plus marrant de la planète. Il se lève à 4h du matin, l'après-midi, il est obligé de faire une sieste parce qu'il ne serait pas capable de rattaquer le soir. De prime abord, c'est pas un métier qui fait rêver. Et pourtant, c'est un métier exceptionnel. Je dirais, mais je le dis pas trop fort, on a le plus beau métier du monde. D'abord parce qu'on donne du plaisir aux gens. Les gens, ils sont pas obligés de manger nos gâteaux. S'ils mangent nos gâteaux, c'est par plaisir, parce qu'ils ont envie de se faire plaisir ou de faire plaisir. Donc ça, déjà, on est des créateurs de plaisir. Ça, c'est le bonheur. C'est là la magie du métier. Vous continuez à la faire grandir, cette maison du biscuit. Est-ce que ça va continuer encore et encore ? J'aimerais bien que ça continue encore. Après, continuer juste pour dire il faut continuer, non. Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut que ce soit logique, il faut que les gens soient toujours dans l'expérience. Aujourd'hui, quand on parle de clients, on essaie de leur faire vivre une expérience. C'est vrai à la Maison du Biscuit, mais c'est vrai dans tout type de magasin. C'est l'expérience client. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'important. Et on parlait tout de suite de créer un gâteau. Je ne vais pas créer un gâteau parce qu'il faut créer un gâteau. Non, il faut vraiment qu'il y ait une utilité ou que je sente que moi, j'ai envie de créer ce gâteau-là ou j'ai envie de le manger. D'ailleurs, vous ne trouverez pas un gâteau que j'aime pas. Souvent, les gens, ils me disent vous faites pas de pain d'épices. Non, je suis pas fan du pain d'épices. Vous me servez une tranche de foie gras avec du pain d'épices, moi je préférerais ma tranche de foie gras avec un bon morceau de pain grillé. Donc le pain d'épices, j'ai pas la prétention de le faire parce que si je fais quelque chose que j'aime pas, je vais pas bien le faire. C'est un peu pareil dans le magasin. Le magasin, il est tel qu'il est parce qu'il est à mon goût. Voyez, naturellement, on me demanderait ce que j'ai envie. Ouais, j'ai envie que ça aille encore plus loin et tout, mais pas à tout prix. Je pense que l'essence même aussi de la Maison du Biscuit, c'est d'être dans une idée de pérennité. C'est une entreprise qu'ont créée mes parents il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de la reprendre. J'espère qu'un jour, peut-être, j'aurai des enfants qui s'intéresseront ou pas, mais ça, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. Mais si on me demandait mon goût, naturellement, je préférerais que mes enfants s'y intéressent et se disent papa, j'aimerais tant reprendre cette affaire, etc. Et que tac, aujourd'hui, 5 générations, on dit on passe à la 6e, c'est magique, 6 générations et tout. Ça, c'est magique, c'est un peu ça l'idée. Et puis l'idée de dire, on est venu là il y a 10 ans, on revient 10 ans plus tard, rien n'a changé. C'est un souvenir en fait quand on est, peut-être quand on est adulte aussi, mais quand on est enfant, en tout cas, les touches bougent toutes seules, non ? Ouais, c'est un vrai piano, hein. C'est pas un son qu'on diffuse. C'est vraiment un vrai piano qui est modifié en fait. Sous chaque touche, il y a comme des électroaimants. Et avant c'était des disquettes, maintenant on a tout sur des clés USB. Hein. C'est moderne. On est moderne à la Maison. On en a changé parce qu'on en a déjà usé un piano. Hein. Il tourne 12 heures par jour, quasiment 365 jours par an. 2 fois par an on fait venir l'accordeur. Ah oui. Ouais. Donc il vient là, il tape ses touches et puis avec son espèce de, c'est comme une clé où il tend les cordes à piano et tout, tac et tout. C'est un peu bizarre. Et puis il y a le truc qui met dans la bouche aussi là pour les vibrations. Je sais plus, ça a un nom ce truc-là et tout. C'est incroyable. C'est un élément à part entière quand même de... Le piano, il fait partie de l'image de la Maison du Biscuit. Ouais.
beaucoup de personnes qui viennent ici à la maison du biscuit ont des souvenirs d'enfance. Je pense aux petits animaux, par exemple. Oui, voilà, les petits animaux, c'est pareil. Les petits animaux, moi, depuis que je suis gamin, j'ai pas connu ces biscuits-là. Depuis que je suis tout gamin, j'ai vu dans le fond d'un des stocks où on a toutes les pièces détachées, un vieux cylindre tout en bronze. C'est beau, les cylindres à mouler les biscuits, c'est des grosses pièces qui font quasiment 20 cm de diamètre, tout en bronze. Alors, c'est une couleur un peu or, c'est beau. C'est très esthétique. J'ai toujours vu ce cylindre-là qui traînait, qui prenait la poussière, hein, à l'extrême, toutes les empreintes à biscuits étaient pleines de poussière. Et mon père dit, quand j'étais jeune, quand j'avais repris la biscuiterie de mon père, je fabriquais un biscuit qui était génial et que les gamins adoraient, c'était les petits animaux. Il était génial, ce petit biscuit. Il avait juste le problème, il était fragile, etc., etc. Bon, j'ai gardé ça toujours dans un coin de ma tête. Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui de nouveau ? Finalement, est-ce qu'on n'irait pas repiocher dans ce qu'on faisait il y a 30, 40, 50 ans ? Allez hop, le cylindre, bien sûr que c'est un cylindre d'une machine certainement des années 30, il n'était pas réutilisable. On l'a envoyé en Italie chez un reprographe. Donc leur métier, c'est de reproduire les formes et tout. C'est un métier tout à fait particulier. Il y a quelques sociétés au monde qui savent faire ça et tout, parce que les formes, elles suivent la forme d'un cylindre dans le coup, hein, comme un gros rouleau à pâtisserie. Et pas de problème. À partir de ça, on va faire des coques en résine, on va créer des positifs, on va vous livrer un cylindre à petits animaux. Et un beau jour, qu'est-ce qu'on a vu arriver ? Notre cylindre à petits animaux, et en bronze toujours. Hein, on change pas une équipe qui gagne. On va charger dans la machine. J'ai refouillé dans les recettes de mon père, les recettes de petits animaux, parce qu'on est des gens très, disons, précis. On garde tout, faut rien jeter. Ce qui marche plus aujourd'hui remarchera peut-être dans 30 ans. Et hop, on a ressorti la recette, on a recalculé pour que ça colle à la dose d'un pétrin, on a appuyé sur Start, et vroom, les petits animaux sortaient de la machine, hop, on les a envoyés au four, et une demi-heure ou 3/4 d'heure après, on les avait emballés, on les mettait dans le magasin, et je vois un de nos plus fidèles clients qui passe, et comme ça, et il s'arrête et il voit les petits animaux. Mais il s'arrête franc, hein, et là il les voit, il fait « Oh, mes petits animaux !» Mais comme si il avait vu son doudou qu'il avait perdu quand il avait 5 ans. Il voit ces petits animaux, et tout de suite, clac, il prend une boîte. Mais Kevin, c'est génial, vous en refaites des petits animaux. Il dit, ouais, on vient de les faire un quart d'heure, j'en ai fait emballer pour les remettre dans le magasin, il y en a, on déguste et tout. Enfin bref, et c'était génial de se dire que ce monsieur-là, qui avait au moins 60 ans, quand il était gamin, il mangeait des petits gâteaux qu'il avait indirectement un peu oublié, et 50 ans ou 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, il arrivait là, il revoit ces petits animaux comme ça. Ça, c'est magique. La Maison du Biscuit, c'est route de Carteret à Sortoville en Beaumont, à 20 km de Cherbourg en Cotentin, dans la Manche. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous plonger dans cet univers, je vous invite à le faire lors d'une sortie en famille. Et surtout, n'oubliez pas de goûter les délicieux biscuits de la famille Burnouf. Le savoir-faire normand en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.